Et donc du coup, oui, on va parler un petit peu de thérapie génique dans l'insuffisance cardiaque. Je vais vous faire part d'un sujet qui nous a pris beaucoup de temps il y a une quinzaine d'années. Je vais vous raconter un peu l'aventure, je vais vous raconter où on en est, vous montrer comment on peut s'enrichir des échecs. Et effectivement, vous allez voir, il y a quand même pas mal de liens communs avec de ce qui a été discuté. Alors, je vais vous faire un bref résumé des choses qu'on avait tentées. Finalement, le succès d'un aspect d'une approche de thérapie génique, c'est probablement une combinatoire de ces 5 éléments. On a beaucoup parlé du choix du vecteur. Vous allez voir qu'on avait fait aussi des AAV. Le mode de délivrance, la dose, qui est un élément majeur. La cible, le gène qu'on va cibler et la maladie. Et puis, il y a aussi des aspects de méthodologie d'essai clinique qui rentrent en compte là-dedans. Alors, nous, on travaille sur l'insuffisance cardiaque. Donc, maladie commune, c'est à peu près 1,5 million de patients en France, plusieurs dizaines et de millions, et centaines de millions dans le monde. Il y a des formes, bien sûr, qui peuvent être héréditaires, mais ce que je vais vous montrer s'intéressait plus à une approche de l'insuffisance cardiaque commune. Donc, finalement, c'est des grands nombres et moins liés à du monogénique. On y reviendra à la fin. Et le vecteur de choix qui avait été pris à l'époque est donc l'AAV. Alors ça, je vais aller vite puisque du coup, vous l'avez vu. Il y a différents sérotypes. Vous avez vu qu'effectivement, hein, il y a une grande mode. Ça a été lancé il y a une dizaine d'années avec de nombreux succès. Et puis, pour ce qui nous intéresse en cardiologie, 3 vecteurs principaux qui sont intéressants, le 1, le 6, le 9, parce qu'ici, plutôt pas mal le cœur sur les vecteurs et les sérotypes naturels. Le 1 et le 9 étant ceux qui sont finalement les plus utilisés. Le 6 pour des raisons, je ne m'étendrai pas dessus. Il y a des doutes sur le fait que ça puisse infecter chez l'homme, donc il n'a pas été très utilisé. Et puis, donc, vous voyez qu'à l'heure actuelle, on a 6 médicaments. On en a présenté donc, le Zolgensma à 2 millions, c'est ça, si j'ai bien compris, dans la SMA. Qu'il y en a AV9, hein, mais vous voyez, vous avez d'autres sérotypes qui ont été acceptés. Donc, vous avez 6 molécules aujourd'hui autorisées avec, vous le voyez bien, hein, en fait, une accélération. Hein, le premier en 2012, et puis ensuite, on voit bien qu'à partir de 2019-2020, là, on commence à avoir une accélération et l'arrivée en clinique de ces vecteurs. Alors, l'utilisation en cardiologie, premièrement, la cible. En fait, de manière assez simple, il avait été observé il y a à peu près une trentaine d'années maintenant, au début des années 90, qu'il y a un carrefour commun de la cellule cardiaque déficiente. C'est qu'elle perd sa capacité, non pas, elle perd sa capacité à pomper et à faire circuler le calcium à l'intérieur de la cellule. Je fais très simple, je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais en gros, le moteur du cardiomyocyte et du cœur, ça s'appelle le sarcomère. L'essence, alors en plus, il y a des pénuries, bah là, c'est la même chose, c'est le calcium. Et le calcium, c'est pas le tout. On a pendant longtemps pensé que l'insuffisance cardiaque, bah, en fait, si ça ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas de calcium. Non, c'est pas ça, il y en a, mais il n'est pas au bon endroit. Il faut qu'il aille dans la fibre, il faut qu'il soit repompé dans les réservoirs et ainsi de suite. Il y a une pompe de recapture qui s'appelle CERCA, et c'est une ATPase. CERCA2A, c'est l'isoforme qui est spécifique du cardiomyocyte. Et vous voyez qu'elle est moins exprimée, elle est moins efficace dans le cœur. Et lorsqu'il y avait des approches ici avec des adénovirus, pour juste restaurer l'expression en fait de CERCA. Vous voyez qu'en fait à gauche, vous avez un cardiomyocyte qui bouge à peine, et là vous voyez vous récupérez de la contractilité, ce qui est vu ici. Donc ça en faisait une très bonne cible. Il y a des tonnes de formes d'insuffisance cardiaque où on retrouve ça, et c'est considéré comme un marqueur en fait du cœur insuffisant. Alors, peut-on aller plus loin et peut-on le restaurer, puisque il y a plusieurs approches pharmacologiques qui ont été tentées, on n'arrive pas à surexprimer SERCA2A facilement. Donc, l'idée, c'était de se dire peut-être qu'en redonnant du SERCA2A au même titre que ce qu'on a vu in vitro et sur des approches cette fois-ci in vivo, on pourrait y arriver. Donc, c'est un AAV de type 2.1 qui a été créé avec un promoteur tout à fait classique et pas du tout cardiaque spécifique qui est du CMV. Ça rentrait bien dans les tailles et les problèmes de package de l'AAV, donc on n'avait pas de souci. C'est la forme humaine de SARCA2A qui a été créée. Et donc ça, c'était à la fin des années, c'était en 2008-2009. L'approche a consisté à administrer par voie intracoronaire
Donc, pourquoi? Pour éviter, vous allez voir, deux choses importantes. Un, éviter la distribution systémique. Bon, pareil, hein, là, beaucoup de travaux, je vous résume ça en une diapositive, mais plein de travaux expérimentaux. Par voie systémique, c'est clair que vous infectez très, très bien le foie. On l'a montré tout à l'heure, moins le cœur. Donc, on s'était dit, en cardiologie, on peut faire de l'intervention. Donc, effectivement, on peut faire une infusion en intracoronaire. Ça va être un petit peu plus proche. En plus, on avait la possibilité, on avait montré qu'en mettant des dérivés nitrés en même temps que la perfusion pour justement avoir une vasodilatation et permettre d'améliorer la perméabilité capillaire, on augmentait la pénétration dans des modèles animaux, petits ou gros animaux. Et donc, c'est ce qui a été choisi chez l'homme. Premières études de phase 1 et de phase 2, plutôt très encourageantes, mais avec des petits nombres, bien sûr. Donc, peut-être première étude de phase 1 avec des tout petits nombres par escalade de doses. On arrive à une dose en fait cible à 1, 10, 13. Je vous en reparlerai aussi un petit peu après. 25 patients traités avec l'AAV1 CERCA contre 14 patients placebo. Des marqueurs classiques de l'insuffisance cardiaque, qu'ils soient biologiques en termes d'échographie ou en termes de qualité de vie et de tests fonctionnels, où on voyait globalement que soit les patients s'amélioraient, soit ils restaient stables, alors que dans le placebo, ils avaient le déclin habituel qu'on observe chez les patients avec leur maladie qui évolue au fur et à mesure. Plutôt un signal positif, et la combinaison de l'intégralité en fait, des données présentes sur ces patients et la phase 1 et la phase 2 montrait en termes d'événements, vous voyez soit de mortalité cardiovasculaire, de nécessité de transplanter ou de recourir à une machine circulatoire externe, une réduction significative chez les gens qui avaient été traités par la AV1 CERCA2A. Donc, go pour partir sur une phase 2B3. Donc, c'est la plus grosse étude de thérapie génique cardio qui a été faite à l'heure actuelle, hein, puisque là, vous voyez que, comme je vous l'ai dit, hein, on n'est pas dans de la maladie rare, on est allé sur des maladies communes. Ça a été 250 patients inclus, 125 traités par groupe, donc soit la AV CERCA2A 1-10-13 injecté par voie intracoronaire, comme je vous l'ai montré, soit son placebo, avec une étude sur 12 mois et un critère primaire de jugement qui était voilà, vraiment totalement des événements liés à l'insuffisance cardiaque, avec l'idée d'améliorer, de restaurer CERCA2A et de revenir à une normalité et diminuer les événements liés à l'insuffisance cardiaque. Des patients typiquement avec une dysfonction systolique, donc vraiment la contractilité est atteinte. Et puis, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y avait une nécessité de titrer les anticorps avant d'administrer. Seuls les patients avec des titres d'anticorps bloquants anti-AAV faibles étaient éligibles pour pouvoir participer à l'étude. Alors, l'étude a été négative à l'issue de l'ensemble des inclusions. Vous voyez qu'il y a une espèce de tendance, la AV SARCA2A, il est en dessous, hein, donc les courbes sont pas, il n'y a pas d'effet délétère ou il n'y a pas d'effet dans l'autre sens, mais ce n'est pas significatif. Et vous avez deux courbes ici qui ne montrent pas d'efficacité. On avait une sous-étude nous-mêmes qu'on avait faite donc, sur Paris, qui était une sous-étude d'imagerie pour pouvoir caractériser leur modelage chez ces patients-là. Donc, pareil, le même principe avec des patients anticorps négatifs. Et cette fois-ci, en fait, ils étaient randomisés, mais avec de l'imagerie par scanner. Pourquoi pas de l'IRM? Parce que tous ces patients sont implantés avec des défibrillateurs implantables pour prévenir les morts subites, sont à très haut risque d'arythmie. Donc, ça ne passe pas dans l'IRM, en tout cas pas tous. Et donc, on faisait du scanner, mais vous voyez qu'on a une redéfinition du cœur et des cavités qui est quand même très, très bonne et qui permettait de voir pour nous ici les évolutions du volume et de la taille cardiaque après transfert et les changements dans la perfusion myocardique. On a été obligé, du coup, de s'arrêter le jour où l'étude Cupid a été négative, puisque les financeurs se sont retirés car le sur-risque, ou en tout cas les efforts qu'il aurait fallu pour raffiner et aller plus loin dans l'essai n'étaient pas jugés acceptables par rapport à la pathologie, qui est encore une fois une pathologie commune qui peut être traitée aussi pharmacologiquement. Donc, vous voyez, c'était ça aussi le truc. Et nous, nos résultats, voilà ce qu'ils donnaient. Hein, vous voyez, en fait, alors ce n'est pas inintéressant parce que vous voyez que c'est négatif, effectivement, mais vous voyez bien que sous SARCA2A, il y a quand même un effet qui est assez clair de diminution de la variabilité très nette par rapport aux autres patients, certains s'améliorant, certains diminuant. Voilà, c'est comme ça.
Alors, qu'est-ce qu'on a appris à partir de là et comment on peut aller plus loin? Premier point, effectivement, le problème des anticorps, tu en parlais Tristan tout à l'heure, bon, c'est quand même un vrai souci. Hein. Pour des anticorps naturels, voici les chiffres, hein, puisque comme c'était une étude internationale, ça nous a permis de pouvoir avoir les chiffres partout dans le monde. Vous voyez que c'est vraiment… alors, est-ce que c'est lié à un problème géographique, à un problème plus urbain versus campagne? C'était ce qui avait été pensé aux États-Unis, parce que vous voyez que certains territoires un peu plus reculés, dans les grandes plaines au milieu, ici, le taux d'anticorps était plus faible que dans des endroits plus côtiers et plus urbains. Vous voyez qu'en France, pour nous, c'est 60% de gens qui ont des titres positifs d'entrée de jeu. Vous avez en gros 2 tiers de la population, donc voilà, 2 tiers de la salle, a des anticorps anti-AAV naturels. Donc, c'est quand même un premier souci. Deuxième souci, on a essayé en fait de récupérer les tissus de ces patients pour vérifier vraiment le niveau de transfection et de transfert de notre gène dans le cœur. C'est très compliqué, mais c'est essentiel parce que nous, c'est notre problème en cardiologie, c'est qu'on n'accède pas, on n'a pas facilement de biopsie. Et donc, néanmoins, on fait ça. On avait tout calé sur l'animal, sur des gros animaux, mais il fallait savoir si c'était ce qu'on observait chez l'homme. Donc, il y a eu une autre étude complémentaire par un de mes collègues à Londres qui s'appelle Cerca Elvad. C'était des gens qui avaient des assistances ventriculaires. Donc, du coup, on accède vraiment par définition au cœur. La problématique, c'est que vous récupérez souvent la biopsie au moment où on peut accéder, c'est-à-dire que le cœur est vraiment tellement défaillant qu'on va aller à la transplantation. Donc, on n'est pas sur un temps, on pourrait dire, à 3 mois après, on regarde, on ne peut pas faire ça. On attend de pouvoir accéder. Néanmoins, en faisant ça, vous voyez que dans les premières études, on avait quand même des copies. Hein, donc, ça marche. Il y a bien des copies du gène et d'AAV1, SERCA2A qui sont retrouvées, pas chez tous les patients, mais quand même. Vous en avez aussi dans les autres études qui ont été faites, sauf que maintenant, quand on fait les transferts et qu'on essaye de voir combien de pourcentage de cellules ont en fait été réellement infectées par notre approche, vous voyez que là, ça a été la douche froide, parce qu'on est à peu près à 1% de cellules infectées. Quand on en a, en fait, vous voyez, c'était chez la souris 75% avec la AV9. Chez le cochon, la AV1, c'était à peu près 30%. Chez la souris, à peu près, le mouton, pardon, la même chose, la brebis. Et vous voyez, on est ici avec un très, très faible taux d'infection. Alors, comment on peut sortir de ça? Première idée, c'est la dose. Je vous l'ai dit, on avait volontairement travaillé avec une dose d'un 1/10 de ce qui était fait pour les maladies neuromusculaires pour éviter les problèmes de toxicité. Alors ça, en l'occurrence, ça a marché parce que sur les 250 patients traités, donc c'est quand même très… Et puis en plus, si vous prenez même tous les autres essais qu'on a fait, c'est à peu près 300 à 350 patients qui ont reçu. On a eu 0 toxicité, que ce soit hépatique, immune ou quoi que ce soit. Donc on a l'impression qu'il y a quand même une toxicité dose dépendante. Je cherche ma collègue qui est présentée, je ne la vois pas, mais voilà, vous êtes là. Donc, par rapport à ce que vous disiez, voilà, il y a quand même un effet dose qui est clair. Le problème, c'est, vous l'avez dit, c'est que quand on passe sur les 1, 10, 14, donc j'ai pris ça dans un édito, c'est, vous l'avez dit, hein, c'est même un petit peu plus de patients, c'est pas que 2, c'est 3 qui sont morts ici, à 3, 10, 5. Ici, vous voyez qu'il y a eu aussi des CHU, hein, qui sont donc des syndromes hémolytiques urémiques qui sont déclenchés par ces AAV. Des cas de myocardite, vous en avez parlé dans les dystrophies. Donc, alors, c'est des petits cas, effectivement, mais néanmoins, on voit bien que ces AAV, quand on augmente la dose, donc on y a pensé, hein, bien sûr, en cardiologie, mais ça voulait dire à ce moment-là qu'il fallait commencer des traitements par immunosuppresseurs, corticothérapie associée, l'acceptabilité pour les patients par rapport au fait qu'ils recevaient pendant leur coronarographie une injection, donc en fait c'était très neutre, versus il faut commencer à faire des choses et vous avez en plus un risque potentiel de mourir d'une hépatite fulminante. Alors là, ça devenait inacceptable, donc ça s'est arrêté là. C'est pour ça que les financeurs se sont retirés. Alors, est-ce qu'il faut changer de vecteur? Il y a eu des études qui ont été faites sans AAV, je les montre ici très rapidement, soit avec des adénovirus, soit avec du plasmide direct en ADN. Voilà, c'est comme ça. Alors, cette étude-là était très positive, vous voyez, avec un adénovirus qui est codé par une adénylate cyclase, donc en gros pour rétablir les voies de signalisation adrénergique, donc une amélioration de la fraction d'éjection, et puis ici, je n'ai jamais compris comment le petit p était à 3% sur ce truc-là, mais enfin bon, ça c'est personnel. L'étude de phase 3, en préparant ce topo, du coup, j'ai mis à jour ma diapositive, puisqu'avant c'était ongoing, et j'ai appris qu'elle avait été arrêtée prématurément et qu'on n'aura jamais les résultats. Donc voilà. Et puis l'ADN plasmique, je vais passer parce que en fait, ça n'a jamais été plus loin et je ne vois pas très bien là. Tout le monde sait très bien qu'une administration chez l'homme d'un ADN nu ou d'un plasmide, ce n'est pas voué à un bon succès. Est-ce qu'on peut changer d'AAV?
Alors, il y a effectivement, vous l'avez dit, des chimères qui ont été testées. Il y en a. Alors, là, effectivement, il y a maintenant un certain nombre de vecteurs qui sont disponibles. Pour moi, plus sur l'expérimental, on a des études en cardiologie qui ont été tentées d'être mises en place. C'est très compliqué pour une raison toute simple, qui est une raison technico-réglementaire. C'est-à-dire que lorsque vous faites ces études-là, au moins en France et en Europe, on vous demande ce qu'on appelle le patovar, c'est-à-dire en fait où est-ce que votre vecteur a des chances pardon, d'aller et de se multiplier et de éventuellement qui peut infecter. Le patovar naturel de l'AAV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on peut a priori le comprendre. Le patovar de un AAV qui a un petit bout de 9 avec un autre bout de 3, puis finalement un 4 et un 6 et enfin un petit bout de 4. Personne ne peut le définir. Et donc, pour nous, ça a été une très grande complexité de pouvoir discuter avec les agences pour pouvoir aller plus loin. Mais si d'autres y arrivent, on est ravis de pouvoir prendre. Et il y a enfin une autre approche qui vient d'être publiée pour nous par une équipe allemande qui n'est pas inintéressante, qui est de travailler en fait sur des vecteurs naturels, mais sur des variants en fait de ces vecteurs naturels. Donc en fait d'essayer de trouver des variants au niveau de la capside qui permettraient d'avoir moins d'échapper à l'immunité naturelle et puis d'augmenter la spécificité au niveau du cœur. Donc voilà où on en est là-dessus à ce niveau-là, mais pour l'instant vous voyez qu'on est un petit peu bloqué. Alors, autre possibilité, c'est de changer complètement et d'aller sur des ARN thérapies. Alors, les ARN thérapies, donc je vais passer là-dessus. Ça, c'est très intéressant. Ça va probablement s'imposer dans les années qui viennent, en tout cas pour nous en cardiologie, notamment sous la forme des ARN modifiés. Donc, on les a tous pris dans le bras, puisque vous savez que les vecteurs ont utilisé… vous voyez, c'est les études. Donc, moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus avec mon ami Lior Zangui à Mount Sinai, c'était en fait 2011-2012. Quand j'ai vu arriver les vaccins avec des ARN modifiés où les gens découvraient ça, vous voyez qu'en fait, la technologie, si c'est publié en 2011, c'est que ça a 15 ans en fait. Donc, il n'y a rien de très, très nouveau. Mais on l'a mis à profit pour les vaccins anti-Covid. Au niveau cardiaque, qu'est-ce que ça donne? C'est très intéressant. Ça donne vraiment des profils d'expression et des cinétiques très différents des AAV, bien sûr. Mais vous avez ici donc un ARN modifié, vous voyez, qui code pour une luciférase, en fait. Vous voyez bien la zone cardiaque ici qui est bien marquée. Et vous avez suite à l'administration systémique, pour le coup. Alors, donc après, on peut jouer, je ne rentre pas dans les détails de comment on peut y arriver pour effectivement cibler mieux ces ARN modifiés. Vous avez une expression très rapide, à la différence des AAV qui vont prendre un certain temps avant de s'exprimer. Par contre, transitoires, qui vont à peu près disparaître en, on va dire, 3 à 5 jours. Donc, il y a un ARN modifié avec un programme à l'heure actuelle sur le VEGF, en l'occurrence, pour améliorer la vascularisation et la circulation et la microcirculation coronaire qui est en cours. C'est AstraZeneca qui est en charge. Donc, ça viendra peut-être. Et vous voyez que donc on en est là, à l'heure actuelle, sur les options, sur la protéine recombinante, pas trop en cardio, l'ARN modifié, comme je vous dis, qui a une préférence à l'heure actuelle, et puis les AAV, sur des profils quand même assez différents et sur probablement des applications un peu différentes. Alors ensuite, autre élément majeur qui pour moi est en fait la clé totale de notre échec, c'est ce que je dis à plusieurs reprises, c'est le monogénique versus le multifactoriel. Forcément, voilà, pour des raisons, il y avait cette protéine, elle était liée, elle était retrouvée dans des formes communes d'insuffisance cardiaque. C'était logique d'aller la manipuler, d'aller la surexprimer. Mais chez ces patients-là, pour faire simple, vous ne le savez peut-être pas, l'âge moyen de l'insuffisance cardiaque en France, c'est 72 ans. Il a au moins 3 à 4 maladies associées quand on prend le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale, etc. Donc, même les causes en fait d'événements chez ces patients-là dans le suivi, et donc c'est ce que je vous disais sur la partie d'essais cliniques, peuvent être liées à beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec que le cœur, donc c'est pas très facile de trouver un effet. Et puis vous voyez finalement, avec ces aspects de thérapie génique, nous on cherchait un effet un peu médicamenteux avec une réduction des événements. C'est ce que je vous ai montré, il y avait une tendance, mais pas assez pour être significative. Alors forcément, c'est vrai que la plupart des gens, je pense même ici, qui travaillent sur la partie thérapie génique, on a vu les exemples tout à l'heure chez l'enfant ou alors vraiment avec la SMA sur des tableaux catastrophiques. On attend, comme vous disiez, un effet miracle avec une dose et puis hop, on est guéri pour la vie, quoi. Donc, ce n'est pas tout à fait la même conception et donc il peut y avoir plusieurs approches. Mais est-ce qu'on peut se rapprocher de ça? Alors, en cardiologie, la grande mode, et je vais finir mon topo là-dessus parce qu'il faut que vous ayez vu ça, c'est la combinatoire des AAV et l'édition génique. Parce que
là, on va revenir à un autre domaine qui est une autre forme d'insuffisance cardiaque qui va être des insuffisances cardiaques liées à des pathologies géniques connues, avec des mutations connues liées aux cardiomyopathie. C'est beaucoup plus rare, mais ça existe et donc on connaît très très bien la cause. On ne pouvait pas, du coup, traiter, c'est compliqué dans le cœur d'aller supplémenter le cœur avec une protéine normale. C'est des grosses protéines, c'est complexe. Par contre, aller manipuler le génome pour pouvoir inverser ou corriger la mutation, ça faisait longtemps aussi que c'était dans le scope avec des zinc finger ou des TALEN, mais l'arrivée forcément des CRISPR-Cas9 et puis ensuite de l'ensemble des outils qui vont en dériver ouvre un champ de possibilités de traitement de ces cardiomyopathies génétiques et donc d'insuffisance cardiaque génétique totalement différent. Et donc, vous connaissez donc le principe. La Cas9 va devenir un élément finalement assez standardisé. La seule chose qui va changer, c'est votre ARN guide pour pouvoir cibler votre gène d'intérêt, venir provoquer la coupure. Et ensuite, on va voir que soit on coupe, soit on corrige. C'est là où c'est plus compliqué. Alors, couper. Premièrement, il y a effectivement une petite complexité qui est liée au fait que vous voyez que la forme actuelle de la SPCas9, la première qui a été décrite chez le streptocoque, elle est un petit peu trop grande pour rentrer dans un AAV. Il y a plusieurs approches qui ont été testées de façon à pouvoir avoir plusieurs moitié-moitié ou plusieurs vecteurs qui seraient administrés en même temps. Il y a des formes maintenant plus courtes de Cas9, donc du couteau, qui ont été publiées, notamment celle qui vient du staphylocoque, qui est plus courte, donc qui peut rentrer dans un AAV. Donc ça a été réglé. Sauf que là, pour l'instant, on coupe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La première approche qui a été proposée, et donc elle n'est pas tout à fait dans un domaine de cardiopathie, mais plus de neuromusculaire, ou en tout cas de musculaire, c'est la dystrophie musculaire de Duchenne. Et vous l'avez très bien montré tout à l'heure, c'est la version en mini-dystrophine. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut éventuellement couper l'un des exons mutés, donc en envoyant 2 couteaux de part et d'autre de l'exon malade, ici l'exon 23, et attendre une recombinaison naturelle du gène par le biais en fait d'une recombinaison non homologue. Donc ça va faire l'insertion des lésions, ça fait un peu n'importe quoi, hein. Mais l'idée, c'est de se dire si ça fait n'importe quoi en zone intronique de part et d'autre et que ça m'enlève l'exon 23 et que ça fait du coup une forme où je passe du 22 au 24 et que j'ai enlevé l'exon muté, je récupère quand même une dystrophine un petit peu plus courte, potentiellement fonctionnelle, juste en envoyant 2 bistouris de part et d'autre de mon exon. Et ça marche. Donc c'est vectorisé dans de l'AAV, vous voyez, ça a été fait. Et alors, ce qui est assez formidable, donc vous avez ici la souris wild type, vous avez ici la souris MDX, hein, qui est connue pour ses mutations. Donc, ils ont dessiné de part et d'autre, et vous voyez que vous récupérez en fait un niveau d'expression. Le niveau, alors ce qu'ils ont montré, c'est que bien sûr, il y a un mosaïcisme avec des cellules corrigées, des cellules très corrigées, des cellules pas du tout corrigées. Mais ce qui est absolument formidable dans ce papier, c'est que finalement, il n'y a pas besoin d'avoir une correction très importante pour déjà récupérer une fonctionnalité tout à fait intéressante. Je crois que le seuil était aux alentours de 20 à 30% de mémoire en termes de fonctionnalité des souris sur les tapis roulants. Et donc ça ouvre aussi une perspective extraordinaire de se dire on n'est peut-être pas obligé de corriger complètement pour pouvoir améliorer énormément l'état de santé des patients atteints. Au niveau des cellules cardiaques, ça marchait moins bien. Et donc, ça, c'est connu parce que les cellules cardiaques, elles ne se divisent pas. Et ces techniques, en fait, d'édition génique sont particulièrement efficaces dans des cellules qui se divisent. Donc, ce premier papier montrait que, voilà, une faisabilité, quelque chose de très intéressant, probablement, encore une fois, un obstacle au niveau de l'application, au niveau du cœur, par le biais de cette non-division. Pareil, je saute ici pour des questions de timing. Il y a eu plusieurs approches qui ont été tentées, mais globalement, du CRISPR-Cas9 dans le cœur pour faire de la correction, très compliqué. Le cardiomyocyte ne se divise pas, encore une fois, on a du mal à avoir. On peut faire éventuellement, alors si on veut faire la recombinaison homologue pour vraiment changer la séquence propre, très compliqué. Mais CRISPR, c'est un couteau suisse. Et en fait, le couteau suisse, on avait découvert que la fonction ciseau au début, puis on s'est rendu compte qu'on peut en faire beaucoup d'autres choses. Et notamment, un truc qui est très intéressant, qui est d'enlever, donc on émousse les ciseaux, hein, vous venez muter en fait Cas9, vous faites en fait une dead Cas9, ce qu'on appelle, donc elle est catalytiquement négativée, elle est incapable de couper, et on peut remplacer la fonction. Et on peut remplacer les fonctions par des promoteurs ou des répresseurs, et puis plus récemment par des modificateurs chimiques de la structure même de vos acides nucléiques. C'est ce qu'on appelle les base editors, et donc ça veut dire en fait c'est des éditeurs de base, donc ça va venir exactement selon le même principe se coller sur votre séquence d'ADN, mais au lieu de couper, ça va venir modifier la séquence, ça veut dire modifier le code. Et donc on ne peut pas tout faire, mais vous voyez que vous pouvez changer
les C en T, les A en G et les C en G, parce que c'est juste une modification chimique par de l'ajout de groupements ou de la réduction de groupements. Donc, on ne peut pas tout faire, mais ça veut dire qu'on peut commencer à modifier ça. Et donc, ça veut dire que des maladies qui sont liées, cette fois-ci, au niveau du cœur, je reprends, à une mutation dans un cardiomyocyte qui ne se divise pas, mais avec une substitution nucléotidique que je pourrais corriger avec un éditeur de base, là, ça commence à devenir tout à fait possible. Et donc, c'est ce qui a été montré il y a 1 mois dans 2 papiers de Nature Medicine. Alors bon, en fait, ce que je vais vous montrer est très logique, hein. Cette fois-ci complètement appliquée à la cardiopathie, c'est des cardiomyopathies hypertrophiques liées à des mutations sur MYH7, donc il y a le gène de la myosine, donc c'est notre dystrophine dans le cœur, c'est le cœur du moteur. Une mutation très connue qui est la R403Q, liée vraiment à la cardiomyopathie hypertrophique et pour lequel en plus on dispose de modèles murins. Donc, qu'ont fait 2 équipes, donc l'équipe d'Olson et l'équipe de Seidman, pour ceux qui connaissent un peu. Ils ont fait donc en fait une stratégie de double AAV9 pour pouvoir faire rentrer tout à l'intérieur. C'est toujours un des problèmes effectivement de packaging, avec une moitié-moitié d'une adénine. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, la version mutée, en fait, on a bien un A qu'il faudrait retransformer en G pour pouvoir revenir à la version sauvage. Donc, ils ont vectorisé ça, envoyé. Vous voyez ici qu'on obtient quand même en fait un taux de correction qui va jusqu'à 70% des séquences dans le cœur, cette fois-ci, dans les cardiomyocytes de ces souris. Et l'amélioration, alors c'est injecté au niveau néonatal, hein, à ce stade-là, on reste encore dans le très expérimental, mais vous voyez que l'amélioration sur l'ensemble des paramètres, qu'ils soient des paramètres échographiques, des paramètres de marche, des paramètres fonctionnels, des paramètres de fibrose, est totalement spectaculaire. Les souris injectées avec l'approche base editing sont ici en bleu, celles qui ne sont pas injectées sont en orange, et le 3e trait en noir, c'est les souris sauvages qui n'ont jamais vu la mutation. Vous voyez que vous avez corrigé intégralement. Merci, au revoir, fin du problème. Donc ça, c'est vraiment formidable. Bien sûr, ça va passer sur la suite. Donc voilà l'édito qui accompagnait. Ce qui est surtout aussi très intéressant, c'est qu'ils ont fait une comparaison directe de cette adénine base editor ici. Ah, vous voyez pas ma souris, pardon. Contre la Cas9 dont je vous parlais. Et ce qui est très intéressant, c'est de montrer que ça limite aussi beaucoup les effets off-target, chose dont je n'ai pas eu le temps de discuter, mais forcément, vous n'êtes pas toujours… voilà, c'est un bistouri avec un chirurgien qui aura un peu un Parkinson, quoi. Donc, de temps en temps, il tremble un peu. Quand je suis à l'ICM, je peux en parler. Et donc, vous voyez que c'est beaucoup plus précis, il y a beaucoup moins d'off-target. Donc, du coup, c'est une approche très prometteuse et qui va passer probablement en phase clinique. Pour vous signaler qu'on travaille donc du coup avec les équipes, avec Antoine Mucher et Gisèle Bonne ici, et mon labo, sur une approche un peu équivalente dans les laminopathies, dans les cardiomyopathies liées, donc c'est les cardiopathies dilatées très, très agressives, qui touchent essentiellement des adolescents. On a donc dessiné des approches de CRISPR-Cas9. Alors, en l'occurrence, on n'avait pas fait du base editing. Quand on a lancé le projet, on s'était posé la question, mais c'était encore un petit peu trop précoce. Et puis, comme vous le voyez, on ne peut pas faire la modification puisqu'en fait, c'est un C en G et ça, on ne sait pas encore faire. Donc, on ne peut pas appliquer ces approches-là. On a dessiné et validé toute la partie in vitro. Tous les packages et les vecteurs sont produits et donc on est en train de les tester chez la souris à l'heure actuelle. C'est un projet qui est soutenu par l'ANR. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je crois que j'ai tout dans le temps. Merci. Merci beaucoup. C'est tout à fait passionnant, complémentaire. C'est très bien. Voilà. On espère que là, ça marche à la souris. On espère qu'on n'aura pas le même problème qu'avec Sarka. Ouais. Quand on passe de 75% à moins de 1%, ça va d'être un peu un problème. Des questions de votre part? Oui. Oui, bonjour, merci pour cette présentation, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai juste une question naïve. Quand on dit qu'il y a des cas de myocardite qui sont dus à ces AAV, comment on peut être sûr que c'est le AAV qui entraînait la myocardite? Alors, normalement, les cas donc je ne l'ai pas dit effectivement, quand on a fait les essais cliniques, c'était un cas identifié par la FDA qui nous a demandé de faire ce qu'on appelle les ELISpot, hein, donc en fait des tests de réactivité cellulaire. Et donc, en fait, l'hypothèse principale, c'est que ce serait une hyperréactivité CD8 qui reconnaît à la surface des cellules infectées des morceaux de capsides ou des choses étrangères qui lui seraient présentées par un HLA qui, du coup, a repéré en fait l'intrusion et qui déclenche
une hyperréactivité de type CD8. Alors, effectivement, c'est une myocardite en tant qu'inflammation du cœur, mais qui est médiée au niveau cellulaire. Les cas, normalement, qui sont arrivés peuvent, du coup, on connaît assez bien ça parce que c'est des choses qu'on peut gérer par immunosuppression. C'est pour ça ce que je disais que plus forte dose, immunosuppression quasi obligatoire alors que ce soit des stéroïdes ou plusieurs lignes d'immunosuppresseurs pour les patients traités. Oui. Moi, j'avais une question sur le mRNA. Est-ce que tu as dit, si j'ai bien compris, c'est que le mRNA avait une durée de vie limitée et que donc, voilà, ça n'allait pas durer très longtemps et qu'il fallait donc trouver un système pour pouvoir mettre en place quelque chose qui ensuite reste, que ce soit un phénomène immunologique de réaction qu'on utilise dans les virus à mRNA ou la synthèse de vaisseaux qui reste en place, ce qu'on fait avec le VEGF. Il y a aussi un truc au mRNA qui se développe, d'après ce que j'ai compris, qui est pour bloquer le système rénine-angiotensine. Ah oui, alors, donc, c'est les siRNA. Alors, tu as raison, c'est de l'ARN, c'est une ARN thérapie, mais vous allez en parler, c'est ça? Non, je ne sais pas, je voyais vous tourner. Mais donc, c'est de l'ARN interférence. Donc, effectivement, c'est l'inverse. Tu viens bloquer, en fait, la synthèse la transcription en ciblant certains transcrits sur le... Le truc qui est formidable avec les ARN interférents et qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est qu'effectivement, là, on a une durée d'action absolument incroyable par le biais d'une combinatoire et de modification chimique de ces ARN. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui développé au niveau des ARN modifiés qui recoderaient pour une protéine, hein, tu vois, donc ce n'est pas du tout les mêmes tailles, ce n'est pas la même conception. Hein. Il y en a un, tu surexprimes, l'autre, tu bloques. Mais c'est vrai qu'effectivement, ces ARN interférents ont la capacité de venir, en fait, s'exprimer pendant plusieurs mois. On en est en dehors du système rénine-angiotensine aldostérone, par exemple, dans l'amylose. On est sur des schémas à une administration tous les 3 mois, voire à tous les 6 mois. Hein, donc, c'est vraiment absolument incroyable. Et donc, c'est une modification chimique particulière des ARN interférents et leur encapsulation dans des choses un petit peu particulières qui leur permet d'avoir cette durée d'action. Pour les ARN modifiés, si tu veux faire de la surexpression, je n'ai pas vu à l'heure actuelle d'approche similaire. Oui. Une question sur le chat. On a reçu une question de Xavier Jeunet qui demande si l'approche de gene editing est transposable aux pathologies artérielles. Merci Xavier. Alors, je sais qu'on a eu des discussions avec lui suite au papier dans les Nature Medicine. Je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas. Encore une fois, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer. J'ai essayé de vous montrer, nous, on a une approche, moi je m'intéresse au cœur, c'est ce que je sais faire, mais les vecteurs, la délivrance, la dose, la toxicité, la cible, la pathologie monogénique ciblée sont un mode de raisonnement qui peut s'appliquer dans les maladies neurologiques, dans les maladies musculaires, dans les maladies artérielles. Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas. Alors ensuite, la vectorisation et l'atteinte, je pense qu'au niveau du vaisseau, pour vous qui êtes des spécialistes, la grande question, ça va être quel type de cellule. Est-ce que c'est l'endothélium? Est-ce que c'est la cellule musculaire lisse? Qu'est-ce qu'on cible exactement à l'intérieur? Parce que là, pour le coup, pour connaître un petit peu sur la partie AAV, c'est pas tout à fait, si on reste là-dessus, c'est pas tout à fait les mêmes types les mêmes sérotypes ou les mêmes vecteurs qui vont être utilisés selon ce type cellulaire quand même majeur au niveau de la composition de la paroi artérielle. Si on passe sur du non viral, et par exemple sur des ARN modifiés, etc., je ne vois pas non plus de difficulté à pouvoir traiter. Alors après, quand même, je pense que l'endothélium va être la première cible. Enfin, pour le choix de la cible, là, je vais renvoyer la question à Xavier. C'est à lui de me dire, ou c'est à lui de nous dire quelle serait la cible idéale, la maladie monogénique parfaite et la cible idéale à traiter. Tu as déjà une idée, Tristan, c'est ça? Avec le gene editing, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est vraiment spécifique de chacune des mutations. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'il faut, pour chaque patient, chaque nouveau traitement. C'est ce que nous, c'est notre problématique dans le projet de l'aminopathie, par exemple. On a choisi la H222P parce que c'est là où il y a le plus de familles et donc il y a le plus de gens. Néanmoins, vous savez que c'est un gène très long avec énormément de mutations et donc à chaque mutation nécessite un redéveloppement de tout le processus.
Il n'y a pas le traitement de masse encore. Il n'y a pas de traitement de masse. On va être, alors, c'est pour ça que je pense qu'ils ont choisi la cardiomyopathie hypertrophique avec cette mutation MYH7 qui, pareil, correspond probablement en cardiologie, pour être assez simple, pour vous donner des infos. Il y aura effectivement dans la CMH la MYH7 parce que c'est un gène majeur, ça représente quasiment 40% des gens mutés et souvent, c'est ce spot-là qui sort sur ce résidu-là. Et puis, dans la cardiomyopathie dilatée, il y a les mutations du phospholamban, hein, notamment chez les gens qui ont des ancêtres hollandais. Il y a un effet fondateur hollandais qui représenterait, j'ai vu les dernières données, quand même à peu près 10 à 12% des cardiomyopathies dilatées mondiales. Donc, ça commence à faire beaucoup, quoi. Donc, c'est probablement ces deux gènes-là et ces mutations-là qui vont être poussées en avant en cardiopathie. Voilà. Bon, c'est très intéressant, passionnant, et de voir qu'en fait, on a différentes approches qui vont de la modification du gène à la modification du produit du gène. Voilà. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Et donc,